rien, c'est tant mieux. Si les AS, on va informer les parents pour qu'ils fassent attention ultérieurement, éviter l'union entre AS. Si les SS ou SC, ou en tout cas porteurs d'un syndrome drépanocytaire majeur, il sera suivi. Et l'avantage, dans ce cas, ce sera un suivi précoce à partir de l'âge de 2 mois. L'enfant, en tant que nouveau-né, sera suivi au pavillon N pour son hospitalisation jusqu'à 2 mois, parce que là-bas, ils suivent les enfants jusqu'à 2 mois. Et à partir de 2 mois, ils nous passent la main et nous, on continue au niveau de l'USAD. Et les études ont montré que les enfants qui sont suivis précocement, dès le dépistage néonatal, ils font exceptionnellement des complications aiguës. Et vous savez que ce sont les complications aiguës qui risquent d'engager le pronostic vital. Et quand on ne fait pas de complications aiguës, naturellement, on aura moins de risques de faire des complications chroniques. Et on sait que ce sont ces complications chroniques qui engagent le pronostic fonctionnel. Alors, si vous avez une maladie chronique comme la drépanocytose, avec un suivi précoce, vous préservez le pronostic vital, vous préservez le pronostic fonctionnel, mais cette maladie, elle devient maladie banale comme les autres maladies. Donc, en dehors des épisodes de douleur, peut-être il n'y aura pas de problème majeur. Et c'est ça l'intérêt sur lequel il faut insister pour vraiment aider ses parents à accepter le dépistage néonatal. En tout cas, pour l'équipe d'Albert Royer, les DS de 3e année qui sont à Albert Royer, sachez que effectivement le dépistage continue. On a déjà dépisté une 60aine d'enfants, mais on n'a pas encore lancé la série. On va le faire peut-être dans les prochains jours pour avoir une idée. Et à Saint-Louis, le professeur Diagne a commencé depuis 2017-2018 et actuellement, ils sont à une grosse série de dépistés. Et vraiment, avec le suivi, cela se passe très bien. Et nous sommes en train de voir au niveau du ministère de la Santé, avec un nouveau projet, comment faire pour élargir cette expérience de dépistage avec des maternités pilotes telles que le centre, l'hôpital Abbas Ndao, la maternité du centre de santé de Saint-Louis, on va continuer. Et ensuite, maintenant, passer à l'échelle nationale si tout se passe bien. Mais vraiment, c'est une alternative dans la prévention. Le type de description, je vais faire mes observations une bonne fois pour éviter d'y revenir. Effectivement, quand vous faites une leçon de ce genre, où vous avez beaucoup de formes cliniques, il faut bien choisir votre type de description pour qu'il reflète ce que vous allez dire. J'ai décelé 2 lapsus dans la présentation. Vous dites chez les SS et vous continuez la phrase, alors que vous avez déjà choisi la forme SS comme type de description. À partir du moment où vous avez choisi cette forme comme type, vous n'avez plus à préciser chez les SS, parce que vous êtes dans la forme SS. Et c'est vraiment ce qu'il faut comprendre de votre type de description. Et si vous dites drépanocytose homozygote comme type de description, c'est vague. Il y a des enfants, il y a des nourrissons, il y a des adolescents, il y a des petits-enfants, etc. Si vous choisissez la forme homozygote, on ne sait pas. Est-ce que c'est l'état stationnaire que vous allez choisir? Est-ce que c'est la crise osseuse que vous allez choisir? Est-ce que c'est la complication aiguë que vous allez choisir? Voyez un peu. Donc, la précision dans le choix du type de description, elle est importante parce que c'est elle qui vous permet de décrire les formes cliniques et de bien décrire la forme que vous voulez. Ici, il faut choisir ce que vous voulez. Vous pouvez choisir la forme crise vaso-occlusive du nourrisson. Dans ce cas, vous pouvez décrire le syndrome PME. Vous pouvez choisir la crise vaso-occlusive du grand enfant. Vous choisissez la forme osseuse que vous voulez, vous la décrivez. Et maintenant, vous faites les autres des formes cliniques. Mais si vous dites drépanocytose homozygote, honnêtement, c'est bateau. Il vous sera très difficile après de décrire les autres formes cliniques. C'est important. Et sachez également, vous l'avez très bien dit dans la physiopathologie, c'est une maladie génétique. Le sang, il est partout, il circule partout. Dites-vous bien dans la tête que tout peut être siège de crise vaso-occlusive. Si vous comprenez bien la physiopathologie, avec le schéma que vous avez fait, vous avez montré que lorsqu'il y a une falciformation, il y a une occlusion des petits vaisseaux. La conséquence, ou bien ce que vous devez comprendre de cette physiopathologie, si vraiment la physiopathologie sert à expliquer les symptômes, c'est que lorsque vous aurez un enfant qui a mal, dites-vous bien, c'est parce qu'il y a des petits vaisseaux qui sont bouchés par des drépanocytes. Et par ricochet, vous dites que partout où il y a du sang qui circule, on peut avoir la douleur. C'est aussi simple que cela. Même au niveau de l'alvéole, même au niveau de la mâchoire, comment on dit,
au niveau des mâchoires, on peut avoir la douleur de la crise vaso-occlusive. Les dentistes vous diront même au niveau de la dent, on peut avoir une crise vaso-occlusive. Même au niveau des petits os que vous voyez au niveau de la face, on peut avoir une crise vaso-occlusive. Tout ce qui est vascularisé peut être le siège d'une crise vaso-occlusive. Retenez cela. Tout ce qui est vascularisé peut être le siège d'une crise vaso-occlusive. Maintenant, c'est l'expression qui sera variable. La tolérance. Une douleur modérée, l'enfant ne se plaint pas. Mais une douleur intense, l'enfant va se plaindre. Et il y aura des topographies classiques au détriment des autres. Et ce sont ces topographies qui seront connues, les membres, les métaphyses, des membres, l'abdomen, etc. Mais effectivement, les côtes, les os du crâne, les vertèbres, n'hésitez pas, un enfant qui vient vous dire j'ai mal au dos. Effectivement, il a une crise vaso-occlusive au niveau vertébral. Donc, ne négligez pas vraiment les topographies, c'est important. L'anémie, il vous a parlé de réticulocytes. Alors, moi, ce que je vous conseille, vous êtes des pédiatres, vous ne devez pas avoir les mêmes attitudes que les non-pédiatres. On vous a dit une anémie se discute à partir de ces constantes érythrocytaires. Et lorsque vous avez une anémie qui est normocytaire ou qui est macrocytaire, il vous faut le taux de réticulocytes pour discuter cette anémie. La drépanocytose étant une maladie qui se manifeste par une anémie hémolytique, désormais, vous êtes devant un enfant drépanocytaire, systématiquement, vous demandez les réticulocytes avec l'hémogramme. Vous le faites systématiquement, vous n'allez plus rien oublier. Cela vous permet de voir est-ce que la moelle régénère ou pas, est-ce qu'il y a une érythrobastopénie ou pas, est-ce qu'il y a une hyperhémolyse ou pas. Mais si vous ne demandez pas, vous ne saurez pas. Complications rénales, effectivement, il faut les ajouter. La néphropathie du drépanocytaire, elle pose énormément de problèmes. Actuellement, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont dans les services de pédiatrie de Dantec. Bon, Dantec a un peu été déplacé, mais dans les consultations de néphrologie, vous verrez des enfants drépanocytaires qui sont suivis pour des complications rénales de la drépanocytose.